l'évolution des technologies nous oblige à toujours pousser la recherche, toujours aller voir qu'est-ce qui va arriver demain pour qu'on soit préparé à répondre à cette nouvelle menace. Salut, ici Capitaine Adam Horton avec le balado de l'Armée canadienne. Le futur, c'est maintenant. Et les façons les plus créatives d'utiliser les objets du quotidien font leur apparition sur le champ de bataille. Des drones qui servaient à enregistrer des vidéos d'amateurs de planches à roulettes lancent maintenant des grenades sur des chars d'assaut. Recherche et développement pour la Défense Canada s'est penché sur le problème et a trouvé de nouveaux moyens créatifs pour permettre à l'armée de se protéger contre des drones. À Valcartier, je parle avec Guillaume Gagné, chercheur scientifique qui se joint à nous pour proposer des idées sur la façon d'y parvenir. Bienvenue au balado! Bonjour, Capitaine Horton et toutes les personnes à l'écoute. Donc, ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui pour discuter avec vous au niveau de la lutte contre les drones, leur apparition sur le champ de bataille et les moyens, justement, pour les contrer. C'est la meilleure introduction qu'on a eue sur le balado, probablement. Donc, peut-être pour commencer, il y a des gens qui auraient peut-être même jamais entendu parler de la RDDC. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Donc, au niveau de RDDC, Recherche, Développement, Défense Canada, c'est un centre de recherche, donc il y en a plusieurs au niveau du Canada. On en retrouve du côté maritime à Halifax, Québec, quelques-uns à Ottawa et du côté de Suffield en Alberta. C'est tous des centres qui regroupent plusieurs scientifiques de différents domaines. On retrouve, comme je vous ai dit, côté maritime, plus des scientifiques qui vont s'attarder côté marine, au niveau des bateaux. Et côté de Valcartier, puisque je suis ici, on va toucher donc au niveau de l'armement, tests de munitions, protection au niveau des soldats. Côté optique, donc moi je me retrouve où on exploite les capteurs qui sont utilisés sur les différents véhicules ou ça peut être porté sur le soldat en tant que tel. Ou donc là on parle au niveau des drones, c'est une exploitation aussi qu'on peut utiliser à notre avantage également. Donc en parlant de drones, donc, je pense que ça fait longtemps à la télévision où on fait des émissions, où il y a des sketchs, où quelqu'un essaie de chasser un drone dans leur cour arrière, qui leur regarde faire. Donc, on lance quelque chose après. Tu sais, c'est quelque chose de bien connu. Ça fait plusieurs années. Pourquoi est-ce que l'armée canadienne commence maintenant à s'intéresser à contrer des drones? Parce que de plus en plus, on retrouve les drones au niveau commercial, c'est facile à se procurer. On n'a qu'à penser aux grands magasins d'électronique. On peut les acheter également directement en ligne. Ils sont très peu chers, mais ça devient quelque chose qui est accessible à tous, contrairement à l'époque où c'était plus réservé au domaine militaire. Il y avait certains modèles commerciaux, mais rien qui était très sécuritaire, les distances de vol étaient plus limitées et donc les capacités l'étaient également. Donc, pourquoi les militaires maintenant nous approchent, c'est que le drone en tant que tel peut être utilisé pour faire de la surveillance au niveau des militaires, connaître leur position, mais également être utilisé comme arme. Donc, on a vu certaines vidéos où les gens fixaient directement des grenades sur le drone. Donc, on peut appeler ça donc une arme guidée ou on peut faire écraser le drone directement sur une plateforme, un véhicule, sur du personnel militaire ou également tout élément essentiel ou vital. C'est des exemples justement qu'on voit en opération. On voit même du largage de grenades anti-chars ou autres munitions. On le voit en Ukraine présentement. Donc, c'est une utilité qui est faite. Et donc, je vous parlais de produits commerciaux, mais ça peut être également... Une personne peut acheter toutes les pièces séparément et assembler soi-même son propre drone. Donc, le rendre le plus flexible et répondre à son besoin. C'est sûr, comme vous dites, surtout avec aussi l'accessibilité des imprimantes 3D, vraiment, il y a un espace de créativité où tu peux construire un drone qui fait presque n'importe quoi. J'ai regardé une vidéo à YouTube la semaine passée, puis il utilisait un drone sur l'eau contre un vaisseau. Puis j'étais comme, ah, ouais, j'avais même pas pensé à ça. Est-ce que vous pouvez peut-être décrire des différents types de drones pour les gens qui pensent peut-être juste à une affaire à 4 hélices? On retrouve tout ce qui est aérien, donc 4 hélices, ça peut être 6 hélices, ça peut être jusqu'à 8 hélices. C'est certain que ceux qu'on retrouve beaucoup sur le marché et constituent la menace prioritaire, c'est beaucoup les drones qui sont donc 4 hélices, les petits qu'on peut acheter, se procurer facilement. On retrouve aussi tout ce qui est à voilure fixe.
Donc, il y a différentes dimensions à ce niveau-là. On peut partir de petits drones qui sont commerciaux jusqu'au domaine militaire où on se retrouve quasiment avec une plateforme qui est aussi grosse qu'un avion habité. On n'a qu'à penser Predator, donc du côté américain, qui est utilisé pour faire la surveillance et aussi qui constitue un drone armé. Donc, les drones, donc tout ce qui est système autonome qu'on appelle aussi, ça touche aussi le côté maritime, que ce soit un bateau. Ça peut être également sous-marin. Ça, c'est deux utilisations. On en voit également du côté commercial, ce n'est pas seulement côté militaire. Aussi, il y a tout ce qui touche terrestre également, plein de véhicules. On voit de plus en plus de robots pouvant se déplacer seuls. On n'a qu'à penser aussi Amazon qui font de la livraison par robot. Oui, c'est pas encore au point. Mais bon, donc ça fait simplement partie du développement de la technologie. Mais ça répond à des besoins côté militaire. Il y a des concepts de mules qu'on peut parler où les militaires sont déchargés de leur matériel. Ils peuvent mettre ça sur un véhicule terrestre. Ils n'ont qu'à faire leur mission. Le véhicule va les suivre. Et comme ça libère, ça apporte moins de problèmes physiques et corporels au niveau du soldat. C'est vraiment vaste comme définition. Il y a des drones qui sont en forme d'animal, comme à plusieurs hélices, à voilure fixe. J'aurais même pas pensé, par exemple, des prédateurs. C'est des drones assez larges à voilure fixe, mais j'entends dire qu'il y en a aussi des très petits à voilure fixe qui ont une bonne capacité de rester dans les airs pendant une période de temps assez prolongée. Oui, donc il y a certains drones, tout ce qui est voilure fixe, habituellement, ont des endurances beaucoup plus grandes que ceux à seulement hélice. On a aussi la combinaison entre ce qu'il appelle décollage vertical, qui combine à la fois les avantages d'être à hélice, où on peut faire un décollage vertical, et ensuite, on utilise la voilure fixe pour pouvoir aller chercher l'endurance que nous permet la voilure fixe. Donc, c'est des choses qu'on voit également sur le marché. Avec toutes ces sortes de drones-là, quels outils est-ce que vous avez développés pour contrer les drones? Au niveau de recherche et développement de la Défense Canada, on a regardé différentes technologies qui nous permettent d'observer les drones, de pouvoir les détecter et les classifier. Donc, moi, ça fait depuis 2017 que je regarde à ce problème. Au départ, on a divisé les différentes technologies qui étaient en service présentement. Donc, l'armée utilisait déjà des radars, utilisait déjà des systèmes optiques. Donc, c'est des choses qu'on s'est attardé. Valcartier a regardé l'aspect, moi, ça touche plus le côté optique, caméra. Donc, on regardait au niveau des différents senseurs disponibles sur les véhicules ou ça pouvait même être au niveau des jumelles que possède l'artillerie pour pouvoir regarder à quelle distance on est capable d'observer un drone. Et l'inverse aussi, prendre le drone et savoir à quelle distance qu'on devient vulnérable. Donc, c'est des choses qu'on a regardées. Ottawa regardait l'aspect radar, côté radiofréquence également, et on a regardé aussi les munitions disponibles qui étaient en service à l'époque. Par la suite, on voit que l'industrie répond aux besoins civils. Plusieurs systèmes existent maintenant sur le marché qui utilisent beaucoup la technologie d'interférence. On voit tranquillement l'apparition de solutions qui utilisent certaines munitions, donc pour créer finalement un effet d'impact sur directement le drone pour le neutraliser. Si je comprends bien de ce que vous avez dit, on voit un mélange entre peut-être des impacts cinétiques versus non cinétiques. C'est comme, tu as peut-être quelque chose comme, vous dites, des munitions pour empêcher les drones, mais en même temps, d'interférence, c'est peut-être quelque chose un petit peu moins destructif, mais qui a d'autres capacités en termes de protection. Oui, donc c'est ça. Donc, on regarde différentes technologies. Comme vous le dites, il y a des technologies qui sont destructives et d'autres qui sont non destructives. Donc, on peut penser à, comme je vous disais, le brouillage au niveau radiofréquence. Donc, on crée une bulle d'interférence autour de l'élément qu'on veut protéger. Donc, le drone ne peut pas rentrer dans cette bulle. C'est une des choses qui peut être utilisée. Sinon, au niveau plus destructif, on peut penser aux lasers haute puissance qui deviennent de plus en plus sur le marché accessibles. Ça reste encore des technologies qui sont assez massives, si je peux dire, mais on voit tranquillement des solutions plus petites arriver. Également, donc, tout ce qui est cinétique, donc toutes les munitions que peut avoir au niveau des Forces armées canadiennes.
Et également, donc, on voit des drones qui pourchassent d'autres drones. Donc, beaucoup de solutions qui existent sur le marché, mais laquelle répond mieux aux besoins des forces. C'est là que vient rentrer Recherche, Développement, Défense Canada, qui font l'étude des différentes solutions et aident les Forces armées canadiennes à mieux répondre à leurs besoins. C'est là où la science entre en jeu, disons. Oui. Donc, c'est vraiment là. On a plusieurs experts dans plusieurs domaines. Maintenant, les solutions sont nombreuses sur le marché. On n'est pas l'industrie, donc on ne développe pas nécessairement de technologies qui répondent aux besoins immédiats et on ne peut pas en livrer 10 000 solutions demain matin, mais on peut aider beaucoup au niveau des Forces armées canadiennes à soit développer certains prototypes qui répondront à leurs besoins éventuellement, ou de regarder qu'est-ce qu'il y a sur le marché, les tester, les évaluer et pouvoir mieux informer sur les performances, la qualité des différentes technologies. Donc, avec tous ces essais, puis avec toutes ces technologies-là que vous avez à regarder, est-ce qu'il y a quelque chose qui est ressorti en termes de peut-être qu'est-ce qui performait mieux ou qu'est-ce qui était plus intéressant? Je vous dirais, la première technologie qu'on voit qui est utilisée dans le domaine civil, qui fonctionne bien présentement, la solution de brouillage est la solution que beaucoup de gens utilisent parce qu'on ne se retrouve pas avec des problèmes de dommages collatéraux. Donc, c'est certain qu'il y a certains problèmes, peut-être d'utilisation, lorsqu'on pense maintenant avec les drones qui utilisent le réseau cellulaire. C'est ça. Donc, ça devient aussi un certain problème de sécurité civile. Si les gens font un brouillage de tout le réseau cellulaire, ça peut devenir un problème si, en cas de blessure, en cas d'accident, on ne peut pas appeler le 911, donc avec notre cellulaire. Donc, il faut faire attention. Le brouillage aussi au niveau du GPS, c'est quelque chose qui ne peut pas être utilisé partout. Aussi, l'utilisation dans les aéroports, ça vient enlever peut-être certaines communications radio. Mais je vous dirais que la solution de radiofréquence est la solution qui est le plus répandue présentement. Pour la détection, maintenant, on retrouve beaucoup de technologies côté radar, électro-optique et aussi, donc électro-optique, que je parle de lumière visible et infrarouge. On a la détection de radiofréquence. Comment est-ce que vous avez fait les essais sur ces technologies-là? C'était quoi votre processus? On a différents tests, différents essais qu'on a faits au cours des dernières années. Certains tests ont été faits uniquement côté détection. À quelle distance on est en mesure de détecter le drone, que ce soit à voilure fixe. On le fait avec certains drones militaires, dont le Raven, le Puma, qui sont présentement en opération, mais également donc des systèmes commerciaux. On a testé radar, électro-optique, détection radiofréquence. Et ensuite, on s'est intéressé à la partie de neutralisation au niveau du drone, que ce soit non destructeur ou destructeur. Ça s'est fait justement, donc parfois uniquement avec les différents centres de recherche et en collaboration avec différentes unités de l'armée. Mais aussi, on a eu 2 essais qui viennent du programme d'innovation qu'on appelle Sandbox. En gros, c'est qu'on invite des compagnies à venir tester, évaluer leur technologie dans un environnement contrôlé. Parfois, lorsqu'on voit des vidéos sur YouTube, on voit les beaux résultats. C'est ce qui nous est présenté par l'industrie et c'est tout à fait compréhensible. Donc, même au niveau de la recherche, qu'est-ce qu'on présente à nos partenaires? Souvent, on s'assure de montrer les belles choses, tout en mettant des bémols à certains endroits pour garder une transparence à ce niveau-là. Mais ce que je voulais dire, c'est que l'industrie est invitée de pouvoir présenter leur technologie, que ce soit uniquement de détection ou de neutralisation ou une combinaison des deux. On voit des systèmes très complexes, très complets également, mais ça peut être aussi des technologies qui sont très efficaces pour la neutralisation et exploitent peut-être les technologies d'une autre compagnie pour la détection. Quand vous dites Sandbox, est-ce que vous pouvez décrire un petit peu le format de ces essais-là? Donc, le Sandbox, ça se déroule sur plusieurs semaines. On laisse un temps qui est discuté entre la compagnie et les organisateurs pour déterminer combien de temps ils ont besoin pour faire l'installation et
quel test qu'ils aimeraient faire. Donc, on leur propose déjà certains tests où on peut placer le drone à plusieurs kilomètres, faire une approche de différentes façons, haute altitude, basse altitude, différentes vitesses d'approche. Donc, ça devient toujours des tests qui sont contrôlés par nos organisateurs. On se retrouve avec des fois plusieurs sites où on peut tester plusieurs technologies en même temps, durant la même semaine. On a des équipes qui agissent comme la menace et la compagnie répond plus, donc pour faire la protection. Des fois, les scénarios sont très contrôlés, mais parfois on laisse place à l'imagination et on peut faire preuve d'un peu de créativité pour arriver avec différents scénarios qui surprennent parfois les compagnies. Pouvez-vous donner un exemple? On peut s'amuser à utiliser une autre technologie, donc utiliser des fréquences différentes. Donc, changer les propriétés de l'appareil pour qu'il soit dans une fréquence qui est aux limites de ce que les systèmes peuvent faire au niveau de détection radiofréquence, si je peux dire, ou la neutralisation. On peut arriver avec des vraiment plusieurs drones en même temps. Des fois, certaines technologies ont peut-être un petit peu plus de difficultés à gérer et neutraliser plusieurs drones en même temps. Aussi, on a déjà fait quelques tests où on testait la capacité, mais on rajoutait une balle sur le drone juste pour faire une simulation d'un largage de grenade, supposons. Donc, si l'équipe de menace était en mesure de lancer la balle près des gens, près de l'appareil, donc, eux étaient contents de leur côté parce que c'est toujours un peu un jeu en termes de... L'équipe de menace essaie toujours de trouver le point ou l'élément qui va nous montrer les limites, finalement, de l'appareil qui va être testé. En parlant de limites, j'imagine que surtout dans des systèmes anti-drones, vous avez parlé de lasers plus tôt, tu sais, des lasers, ça a besoin de beaucoup de jus pour, on va dire, détruire un drone, j'imagine. Je suis sûr qu'il y a des différents niveaux de portabilité ou de puissance. C'est quoi les problèmes dans ce domaine-là de gestion d'équipement? C'est certain qu'on retrouve plusieurs technologies laser. Ce qu'on voit sur le marché, donc il y a des systèmes qui sont installés dans des conteneurs maritimes, donc où on installe toute la puissance nécessaire, le poste de contrôle et tout ça. Il y a des solutions qui ont 10, 20, même 30 kilowatts. C'est des solutions qui sont grosses, qui peuvent protéger sur de grandes distances, mais tranquillement, on voit des solutions qui sont plus petites, qui peuvent s'installer sur des véhicules qui sont donc alimentés directement par les génératrices se trouvant sur les véhicules blindés, par exemple. Et donc, ça nous permet finalement d'avoir une solution transportable et plus flexible, si je peux dire. Ouais, c'est pas un soldat qui va transporter un conteneur maritime. Ouais. Non, c'est certain. Oui, donc ça commence à être un peu plus gros à transporter. On n'est pas encore rendu à Star Wars avec des fusils laser portables. C'est pas encore la chose. Donc, parfois, là, on fait la blague avec mes collègues, justement, donc, de rajouter un petit son là, pour que ça soit représentatif, un peu comme Star Wars, d'entendre le son du laser quand il est en opération. Donc, ouais. Tu mets des speakers dans ton conteneur pour que ça fasse le bon son. Oui. Donc, vous dites que vous consultez industrie. J'imagine que le développement sur place de technologie, ça doit être assez difficile. Donc, c'est vraiment que vous interagissez avec l'industrie. Ils viennent démontrer qu'est-ce qu'ils ont à faire ou qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Puis, à partir de là, vous faites une évaluation de la technologie? On évalue la technologie sur plusieurs points. Combien de temps ça prend pour l'installer? Donc, qu'est-ce que ça nécessite comme installation, le temps que ça prend à installer, comme je vous disais, le temps que ça prend à aussi étalonner sur le terrain. Donc, on veut s'assurer que ça nous indique la bonne position, posons sur une carte. Et aussi, combien de personnes ça prend pour l'opérer, qu'est-ce que ça prend comme connaissance également, et quelles sont les performances du système. Encore là, donc, ça fait plusieurs points, mais c'est tous des points importants où on pense justement au personnel militaire que parfois n'ont pas beaucoup de temps à pouvoir déployer un système sur le terrain. Donc, ils veulent s'installer rapidement pour pouvoir être prêts le plus rapidement possible et se sentir plus en sécurité avec des systèmes qui sont performants.
Également, on regarde le nombre de personnes qui sont nécessaires. Ça peut devenir un problème, surtout sur des unités qui ont moins de personnel, qui peuvent être attribués à ces systèmes-là. Donc, on voit également différentes solutions qui nous permettent à la fois d'éliminer, de retirer peut-être quelques personnes ou des systèmes de détection automatique où un bruit sonore peut nous avertir quelque chose. Donc, ça enlève un certain niveau d'effort au niveau de l'analyste opérateur qui serait devant son écran toute une journée de temps. On essaie vraiment d'éliminer cette portion. Donc, il y a un travail de confiance à établir entre la technologie et justement les opérateurs. Mais parce que, entre vous et moi, rester devant un écran toute une journée de temps, on perd rapidement notre concentration. Oui, c'est sûr. La concentration dans une zone de combat, c'est tout le temps un défi parce que justement, planter quelqu'un là pendant des heures et des heures, là, c'est pas facile. Non, ça c'est certain. Donc, avec tous ces essais-là, est-ce qu'il y a des solutions créatives qui vous ont peut-être attiré votre attention, que vous vous êtes dit, j'aurais jamais pensé à essayer ça, mais pourtant, ça marche assez bien? Oui, il y a certaines technologies qui sont intéressantes, qui sont créatives. Donc, on peut penser surtout l'utilisation de drones pour pourchasser un autre drone. Mm-hmm. À l'époque, on était beaucoup centré sur l'utilisation de différents types de munitions et on peut penser à des plus gros calibres, des missiles, même dans certains cas où les drones sont plus imposants. Donc, l'utilisation d'un drone pour chasser un autre drone, c'est des choses qu'on voit de plus en plus sur le marché. Et ça sort un petit peu de l'ordinaire de ce que les Forces armées canadiennes ont utilisé par le passé, qui sont habituées avec certaines technologies. Mais ça devient une solution qui peut être flexible, peut répondre à plusieurs besoins. On reste quand même ouvert, on voit qu'est-ce qui se fait sur le marché. Des fois, on est, comme vous le dites, surpris par l'innovation qui se fait de ce côté-là. Et aussi, on reste ouvert à cette innovation. Il y a le programme d'innovation qui existe au niveau de la défense. C'est quelque chose qui existe à chaque année. On lance des défis à l'industrie. Et si l'industrie, justement, est ouverte à répondre avec de nouveaux types de technologies qu'on n'a pas encore vues, peut-être que la technologie n'est pas mature présentement, mais pourrait le devenir éventuellement. Et le programme d'innovation est là pour supporter l'industrie à développer ces nouvelles technologies. On n'aura pas le 21e bataillon Faucon anti-drone. Non, ça, c'est certain que les décisions ne me reviennent pas si jamais ça peut être une solution efficace. Donc, pourquoi pas? Mais je pense qu'au niveau de recherche et développement de Défense Canada, on se concentre beaucoup sur les différentes technologies qui existent. Il y a une requête, justement, au niveau de l'armée qui a été envoyée récemment pour un besoin urgent opérationnel, une recherche d'informations sur les différents produits qui existent. Et donc, on regarde des solutions qui sont portées par le soldat, mais également montées sur les véhicules et pour une utilisation sur un emplacement fixe. Donc, on peut penser, supposons, la protection d'une base montée sur un véhicule ou directement sur le soldat pour les plus petites unités. Est-ce que vous pouvez peut-être décrire un petit peu plus en détail les défis dans ces domaines différents-là? Comme protéger une base, vous avez accès à beaucoup de ressources pour supporter qu'est-ce qui se passe. Un soldat, c'est assez limité. Est-ce que vous pouvez peut-être développer ce concept-là un peu? Donc, c'est certain que les solutions vont être différentes, tout dépendant des scénarios. Donc, comme vous dites, sur une base, on a accès à plus de ressources. Donc, on est en mesure de pouvoir alimenter des plus gros appareils qui vont couvrir plusieurs kilomètres, qui vont pouvoir avoir quelqu'un ou une équipe dédiée à pouvoir travailler sur l'appareil, pouvoir maintenir et aussi pouvoir observer les différentes détections, interagir avec. Dans une solution sur un véhicule, donc encore là, au niveau de l'équipage, on est plus limité. On ne peut pas dédier plusieurs personnes à faire le même travail. La ressource en termes de puissance électrique va être moindre. Donc, on va se retrouver avec des systèmes qui vont être plus petits, donc moins lourds, qui vont pouvoir couvrir une zone qui va être intéressante pour la protection des militaires, mais va être un petit peu moins que les solutions qui sont sur des systèmes, donc au niveau de la base. Et on termine avec le système qui est porté par le soldat. Donc là, encore là, on diminue la distance de performance, mais tout en gardant un volume qui est petit,
On sait déjà au niveau des militaires, les sacs sont bien remplis, beaucoup de choses à transporter. Des fois, c'est des missions qui sont longues. Donc, si on veut que le personnel militaire puisse transporter ces autres solutions, donc on leur rajoute une charge. Donc, si c'est petit, qu'on peut facilement l'installer sur ce qui est déjà en service, donc ça devient quelque chose qui est intéressant pour eux. Mais on parle surtout de solutions qui est radiofréquence dans ce cas-ci, donc les solutions transportables. Mais en tout dernier recours, c'est certain qu'une personne peut faire usage de son arme pour essayer de détruire le drone qui est en approche, ça c'est certain. Mais si ça peut être fait par une autre solution, économiser les solutions pour d'autres situations, donc ça peut être bien. Regardant de l'avant un peu, où est-ce que vous voyez la technologie de drone et anti-drone? Est-ce que vous avez comme un sens de où est-ce qu'on s'en va avec tout ça? Il y a un peu une roue qui tourne. Au cours des dernières années, on voit les technologies évoluer du côté de l'industrie sur les drones. Donc, les capacités augmentent toujours, de meilleures caméras, de plus grande portée, plus longue endurance. Aussi, on se retrouve avec des protocoles de communication différents qui permettent moins de brouillage parce que des fois, en tant qu'usager, on aime ça être en contrôle de notre appareil en tout temps. Mais du côté des systèmes de neutralisation, parfois, ça crée finalement des problèmes. Les protocoles sont tout nouveaux, sont différents. On doit justement retravailler sur la technologie. Donc, c'est tout le temps un avancé. On voit de plus en plus des systèmes sur le marché on peut les laisser de façon totalement autonome. Donc, même si la neutralisation donc du lien de communication entre le drone et le contrôleur était perdue, le drone continuerait quand même sa course vers l'objectif qui lui est fixé. On voit ça arriver. Donc, c'est pour ça qu'on regarde d'autres types de solutions. La solution de brouillage fonctionne présentement. À la vitesse que les technologies évoluent, peut-être qu'on va être tourné vers des solutions qui sont cinétiques, des drones qui vont pourchasser d'autres drones. On a une panoplie de choses qui doivent être testées. Il nous oblige à toujours pousser la recherche, toujours aller voir qu'est-ce qui va arriver demain, finalement, pour qu'on soit préparé à répondre à cette nouvelle menace. Bon merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler de toute votre recherche que vous avez faite au sujet. Oui, ça fait plaisir de pouvoir parler, discuter avec vous, Capitaine. Merci. Merci beaucoup. Ça, c'était Guillaume Gagné, chercheur scientifique avec ADDC à Valcartier. Et moi, je suis Capitaine Adam Horton avec le balado de l'Armée canadienne. Prenez soin de vous.